Stanis Jonathan Laroche, intervenant en santé sexuelle et en toxicomanie depuis plusieurs années. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, notre entretien a comme objectif d'aller démystifier le phénomène du chemsex, donc la pratique du chemsex chez les hommes. Et donc, pour commencer, je te demanderais de me définir, en fait, dans tes mots, ce que signifie le chemsex. Ben, si on prend le chemsex, c'est deux mots mis ensemble. C'est chems, qui est une abréviation de chemicals, alors les drogues, puis le sexe. Alors, c'est les deux mondes jumelés ensemble pour un peu le meilleur des deux mondes, dans un but de s'amuser, dans un but de triper, de augmenter certains feelings, tout en ayant des relations sexuelles. Alors, c'est deux mondes qui recherchent le plaisir. Mhm. Puis, quels sont les éléments qui peuvent déclencher la pratique du chemsex? Mais, ça dépend toujours de la personne. Il y a plusieurs éléments. Euh, le premier, je pense, c'est sûr, c'est la recherche de plaisir, la recherche de nouvelles sensations. Euh, Aussi, ça peut être l'influence des pairs, parce que souvent, quand on commence plutôt jeune, on se fait, euh, on se fait influencer par d'autres personnes qui pratiquent déjà. Alors, on voit que eux s'amusent, eux, ils ont un plaisir peut-être augmenté. Alors, ça nous donne un peu une influence de se tourner vers cette pratique-là. Mhm. Puis, tu viens de mentionner que c'est quelque chose, en fait, qui parfois est initié à un jeune âge. Mais toi, en tant qu'intervenant, est-ce que ça t'arrive, en fait, de voir ou de connaître des gens un peu plus âgés qui peuvent débuter le chemsex dans une vie un peu plus avancée? C'est une chose qu'on voit souvent parce que souvent, le monde va dans certaines personnes vont avoir des carrières, des choses vont se valoriser beaucoup par leur travail, par leur hobby pendant leur plus jeune âge. Et à un moment donné, vient un temps où on prend un peu plus relax et on passe un peu plus à soi. Alors, à ce moment-là, euh, l'augmentation de partenaires, de nouvelles sensations aussi vont se mettre en place. Et Mhm. également, il y en a beaucoup où ils ne vivent pas leur sexualité pleinement, soit par honte, soit par euh, pratique que la manière dont ont été élevés. Mhm. Alors, ils ont plus de misère à assumer leur sexualité plus jeune. Alors, ça fait que un peu plus tard dans leur vie, ils vont finir par accepter mieux ce côté-là et, euh, et ils vont essayer un peu plus de choses. Des Mhm. fois aussi, on va voir que le fait de prendre des drogues un petit peu plus tard vont venir jouer sur leur sentiment de culpabilité, d'avoir certaines pratiques sexuelles ou juste avoir des relations sexuelles entre hommes. Mhm. Il y en a beaucoup que ça va venir les aider dans leur développement et dans leur acceptation. Exact, l'acceptation de ces pratiques. Parfait. Puis, on les a abordées un peu, mais les motivations à faire du chemsex, donc, comme tu l'as dit, la recherche du plaisir, donc des fois, ça peut être aussi des motivations plus personnelles, comme accepter son identité sexuelle ou son orientation sexuelle même. Est-ce qu'il y a d'autres motivations qu'on retrouve à faire du chemsex? Il y a autre que le plaisir et l'acceptation. C'est les deux volets où on voit vraiment où ce que ça débute et ça se poursuit et où ce que ça peut apporter aussi à une problématique. Parce que si on est toujours à la recherche de plaisir, euh, vite fait, là, ça me vient pas de même, là. C'est parce que c'est vraiment quand on parle de concepts, et souvent on va référer au concept à une problématique, ce qu'il ne faut pas faire, mais ça va être les deux raisons valables qu'on va donner. Euh, Autre que ça,
ça me vient pas naturellement de même, là. Et il y en a d'autres, c'est sûr, là. Mhm. Elles sont propres à chaque personne, en fait, qui va consommer en contexte sexuel. Exactement. Exact. Super. Et puis, donc, actuellement, une personne, par exemple, un homme qui débute euh, ses pratiques de chemsex, quelles sont parfois les attentes ou les appréhensions face à la pratique du chemsex? Euh, Bien, c'est sûr qu'il y en a beaucoup puis c'est de là qu'il faut un peu en parler un peu plus ouvertement. Il y en a qui vont commencer avec une appréhension comme quoi qu'ils vont devenir des bandats, qu'ils vont avoir un problème, que la drogue c'est mal. Alors, autant que la drogue peut se servir, ils peuvent se servir de la drogue pour, euh, pour venir enterrer certains préjugés, autant qu'ils vont s'en créer eux-mêmes aussi avec Hmm. la même substance. Alors, ça peut jouer un double discours. Euh, c'est une chose qu'on voit fréquemment aussi. Alors, il y a certaines attentes aussi où euh, le fait de pratiquer le fait de pratiquer le chemsex va apporter aussi le fait qu'on va être plus accessible sexuellement, avoir des partenaires plus accessibles. Euh, on va pouvoir aussi euh, pratiquer certaines pratiques que normalement on, euh, on ne sera pas capable de pratiquer si on Mhm. n'a pas consommé. Et c'est des pratiques souvent qui vont demander beaucoup de relaxation, de let it go, comme on dit. Mhm. C'est des affaires quand que la vie de tous les jours te tracasse dans la tête, c'est plus difficile de se rendre à un certain niveau dans ces pratiques-là. Alors, c'est des affaires qu'on voit euh, dans la recherche du pourquoi Mhm. qu'on pratique le chemsex, là. Mhm. Donc, pour résumer, en fait, les hommes qui pratiquent le chemsex le feraient pour, bon, lâcher prise et ce sentiment de lâcher prise, donc cette désinhibition-là, leur permettrait, dans le fond, d'expérimenter des pratiques sexuelles qui nécessitent se laisser aller. Oui, OK, souvent, parfait. c'est ça. Mhm. Puis, au niveau, on l'a abordé, là, la notion du plaisir dans le chemsex. Comment est-ce qu'on peut décrire ce plaisir-là? Est-ce que c'est un plaisir purement sexuel ou il peut être relationnel, social? Hey, il y a un peu de tout là-dedans, hein. Tu sais, prendre une substance, on va, c'est normalement des substances euh, vont, euh, qui vont nous rendre plus éveillés. Alors, en étant plus éveillés, on devient plus conscient de notre univers alentour de nous. Mhm. On devient, par le fait même, souvent plus social. Alors, autant qu'on s'intéresse plus à notre plaisir, mais on s'intéresse aussi à ce qui nous apporte ce plaisir-là. Mhm. Alors, c'est pour quelqu'un qui est très gêné, ça va être quelque chose qui va être pratique parce que il va se sentir plus à l'aise de communiquer ou il va rentrer dans un sex party où il va avoir cette là où normalement il ne sera même pas capable de parler. Mais Mhm. là, il va être capable de parler avec tout le monde. Alors, il y a beaucoup de bienfaits que la personne va ressentir dans, dans le chemsex. Mhm. Donc, le chemsex, selon l'individu, va répondre à des besoins personnels. Donc, soit des besoins d'être en mesure d'être plus moins timide, plus à l'aise. Oui, d'accord. Ouais. Et c'est le côté qu'on oublie souvent, puis qu'il faut ramener parce que euh, si on oublie le pourquoi la personne le fait, euh, on perd complètement le sens de la problématique qui peut se créer. Mhm. Parce que la personne ne le fait pas parce que c'est un problème, pas parce que il va développer une dépendance,
c'est pas bon. Il y a des bons côtés à le faire et il y a cette recherche-là de l'individu dans sa consommation. Et c'est la chose la plus importante là-dedans, c'est qu'il faut prendre conscience, c'est comment on peut aborder ces bienfaits-là avec la personne qui ne sait pas comment les retrouver autre que la consommation et dans la sexualité. Donc, en intervention, les objectifs de changement, par exemple, découlent de justement de ces besoins-là de la personne. Exactement. Tu sais, je pense que la problématique, c'est pas la substance, c'est pas le concept comme tel, c'est leur solution. Il faut vraiment se concentrer sur les autres problèmes alentours. S'il y a une problématique, il faut se concentrer sur les autres problèmes pour pouvoir, euh, pour pouvoir ramener ça à peut-être soit à une consommation plus normale, plus raisonnable, ou à autre chose aussi. Oui, j'aime justement que tu dises s'il y a problématique parce que souvent on a tendance à associer donc la consommation à un problème, puis ça ne l'est pas toujours pour la personne. Donc, de vraiment se référer à ce que l'individu devant nous, lorsqu'on intervient auprès de cette personne-là, est-ce qu'elle considère que sa consommation est une problématique ou pas? Exactement. Puis on peut débattre longtemps sur si c'est un problème ou non et qu'est-ce qui est un problème ou non, mais on peut débattre aussi sur la légalité. Tu sais, au Canada, c'est pas légal de posséder ces drogues-là. Ce qui fait pour nous, automatiquement, on juge que c'est illégal. C'est illégal, alors c'est un problème. Euh, la drogue est une drogue, mais l'alcool est une drogue aussi. Et l'alcool est légal et l'alcool est même vendu par le gouvernement. Alors, si on veut débattre de ce qui est un problème, il faut aussi regarder vraiment comment la substance en tant que telle, ce qu'elle représente pour nous. Oui. Puis de la contextualiser justement là, au sein de notre société. Parfait. Puis, je me demandais au niveau, en fait, des expériences, est-ce qu'il y a un côté plus négatif à faire du chemsex? Souvent, la drogue principale qu'on reconnaît dans le chemsex, qui est d'une substance très forte, qui reste dans le corps pendant plusieurs heures, même voire plusieurs jours, parce qu'on va la consommer sur une longue période de temps. Alors, veut pas, les effets vont se faire ressentir dans les jours qui suivent, mais aussi les effets qui viennent, les effets négatifs qui viennent avec la substance comme telle. Le fait que notre système santé soit augmenté, qu'on ait plus chaud, qu'on ait plus, on va te porter à moins vouloir manger, pour vouloir dormir, et on va repousser ces étapes-là jusqu'à certaines limites. Et veux pas, si tu passes 2 à 3 jours sans dormir, les effets sur le corps sont présents. Alors, il faut pas les cacher et c'est de là que ça peut devenir un problème pour la personne. Également, le fait d'être sous l'influence pendant quelques jours, tu vas ignorer ta vie de tous les jours. Alors, le monde qui essaie de t'appeler, tu vas peut-être les ignorer. Tu vas ignorer tes besoins aussi, comme manger, faire l'exercice et tout. Et ensuite de ça, les jours qui suivent, il va y avoir un down qui va se faire.
une partie où ton corps va avoir besoin de récupérer. Alors, à ce moment-là, tu risques probablement de dormir pendant une couple de jours, tu risques d'être de mauvaise humeur. Alors, c'est toute cette partie-là, ça peut devenir un enjeu. Tu vas manquer du travail, tu vas peut-être être moins réceptif à tes proches. Alors, c'est des enjeux qui sont très considérables et Mhm. qu'il faut, euh, qu'il faut pas laisser de côté. Il faut s'attarder sur la raison pourquoi qu'on le fait, et, euh, et est-ce que c'est vraiment un problème, mais il faut s'attarder sur qu'est-ce qui peut devenir un problème. Mhm. Exact. Puis, je suppose aussi que euh, une sphère à ne pas oublier, c'est la sphère du consentement aussi, des fois qui peut être mise de côté lors des épisodes de consommation, Oui. surtout quand on parle d'épisodes lorsqu'il y a plusieurs partenaires sexuels euh, ou une forte consommation. Donc, comment est-ce qu'on aborde ces aspects-là justement lors d'une intervention? Euh, c'est sûr, dans une intervention, il faut faire attention parce qu'on n'est pas là pour dire à la personne, tu vas faire ça ou tu Mm. as fait ça. Euh, c'est prendre conscience que c'est des choses qui arrivent. Euh, c'est des choses qui arrivent aussi dans un milieu sans consommation. On le voit de plus en plus maintenant. C'est des sujets qu'on aborde. C'est des sujets que je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, peut se refléter dans sa vie et se dire, est-ce que j'ai vraiment agi correctement? Je pense qu'on a tous, en tant que société, des questions sur le consentement à se faire personnellement. Et je pense que c'est plus là où on peut euh, aborder la personne parce que c'est des affaires qui arrivent tout le temps. Mhm. Maintenant, il faut prendre conscience que lors de consommation, et ça arrive dans les bars, ça arrive dans les sex-parties encore plus, euh, le fait que la personne soit là, on assume souvent que la personne est d'accord. Et Mhm. c'est là le danger. C'est de ne pas assumer. Et même si la personne a déjà consenti, ça ne veut pas dire que son consentement va rester jusqu'à la fin. Euh, je pense que c'est des sujets délicats, mais c'est des sujets où on peut aborder un peu plus la généralité du sujet pour que la personne Oui, elle-même puisse faire sa propre réflexion. exact. Exactement. Donc, que ce soit un sujet ou en fait un point qui est abordé par la personne en premier et non par l'intervenant de manière confrontante, là. Exactement. Ou Ouais. ça peut être lors, si admettons, c'est une rencontre de groupe, ça peut être un sujet qui peut être abordé Mhm. seulement juste pour amener les gens à y penser, à y réfléchir, à commencer une réflexion là-dessus. Je Mhm. pense que c'est la meilleure façon, c'est pas de pas l'aborder, mais c'est de l'aborder dans les bons moments et de Oui. l'aborder d'une façon que chacun puisse faire sa propre réflexion. Et on peut pas commencer à dire, moi, je sais que tu fais ça, ou j'ai entendu dire que tu fais, t'avais ces pratiques-là. C'est pas à nous de venir faire le médiateur, ni la police. Il y a des Mhm. personnes qui sont dédiées pour ça. Et à ce moment-là, nous, notre travail vraiment, c'est seulement d'apporter la réflexion pour que tout le monde puisse se sentir bien. Puis également, pour ceux qui ne se sentent pas bien, qu'ils puissent être à l'aise d'en parler aussi. Ce Oui. on oublie des fois, c'est de laisser la place à ces personnes-là de, Oui. communiquer quand ils ne sont pas bien. Alors, oui, c'est d'en parler des gestes qu'on peut faire, mais aussi des gestes quand on reçoit des gestes, comment l'aborder aussi. Mhm. Tout ça, je pense, vient ensemble. Oui, totalement. Puis justement, au niveau des interventions, donc que ce soit une intervention individuelle ou de groupe, donc je suppose que c'est quand même
des deux marches à suivre différentes, là, on peut dire ça comme ça. Mais est-ce qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire du tout, donc au niveau des attitudes ou des questions à poser? Donc, ça serait quoi, toi, tes conseils ou ton message clé aux intervenants, là? Euh, ben, il y a beaucoup d'intervenants qui, ça commence à changer ce discours-là, mais euh, l'abstinence est souvent le mot qui Mm. revient souvent de personnes qui ont été voir un intervenant et c'est pas la solution pour tout le monde. Euh, c'est une solution. Euh, Ça revient aussi parce que les seuls, voyons, le mot m'échappe là, euh, mais les seuls accès que les personnes ont rapidement pour avoir du soutien, ce sont des programmes d'abstinence, Mhm. souvent menés par les pairs. Alors, c'est souvent pour ça que le monde a le réflexe automatique de dire ben, il faut que tu sois abstinent. Et même dans les consommateurs, certaines personnes jugent la consommation des autres. Alors, personne n'est placé pour juger la consommation de personne. On peut même se regarder dans le miroir et dire c'est quoi notre consommation nous-mêmes, que ce soit avec de l'alcool, que ce soit avec de la cigarette, que ce soit avec n'importe quelle drogue, avec le travail. Ça peut être aussi une drogue. Alors, c'est avant de pouvoir dire à quelqu'un d'autre que sa consommation est problématique, c'est de voir avec elle c'est quoi pour elle le problème, Mhm. s'il y en a, et comment que elle souhaiterait l'aborder. Euh, Même si la finance est la chose la plus, euh, celle qu'on voit le plus comme la première solution, il y en a d'autres. Il faut essayer de les trouver pour chaque personne. Mhm. Donc, d'adopter une attitude de non-jugement, puis de s'en tenir aux objectifs de la personne, puis à ses Exactement. désirs. Parfait. Oui, Puis, une question peut-être un peu plus large. Donc, si on prend en compte les enjeux justement en matière de sexualité, de santé mentale et de consommation qui peuvent être associés au chemsex, qu'est-ce qui, selon toi, devrait être mis de l'avant pour répondre aux besoins des hommes? Donc, est-ce que c'est des services, d'éducation? ben, il y a beaucoup, je pense, d'éducation. Je pense que la première chose à faire, ça serait, premièrement, je pense que ça serait de décriminaliser toutes les drogues, parce que on vient jouer dans un peu dans, dans la tête des gens en disant que, Mhm. comme je le disais plus tôt, c'est illégal, alors c'est un problème. Euh, et aussi le fait que c'est illégal, les gens ont, ils ont plus peur de demander de l'aide. Mhm. Euh, Ils ont aussi plus peur d'en parler. Moi, je donne souvent l'exemple d'une personne qui va avoir, est sortie dans des bars toute la fin de semaine, va avoir trop bu d'alcool. Souvent, il va arriver le lundi matin au bureau et il va dire j'en ai viré toute une en fin de semaine, j'ai mal à la tête. Il va pouvoir le communiquer. Ouais. Euh, En le communiquant, traite-là, je le dis à voix haute. Euh, alors, c'est plus facile d'en prendre conscience. Mhm. Par contre, j'ai fait du cristal meth, j'ai pas dormi toute la fin de semaine, j'ai mal à la tête. Euh, Ça se dit un peu, le monde a plus de misère à communiquer ça. Et la réception aussi va faire que le monde a plus de misère à recevoir cette nouvelle-là. Mhm. Alors, ça fait que le monde a plus peur d'en parler. Le monde ne, quand on n'en parle pas, on n'en prend pas conscience ou moins conscience. Alors, je pense que c'est de créer des places où les gens vont pouvoir en parler. En Mhm. parler, justement, tout simplement, sans être obligé de parler de notre
propre consommation ou de la consommation de quelqu'un, mais parler du sujet, Oui. ça va aider beaucoup à faire descendre les tabous. Un coup Mhm. que les tabous vont être descendus, les gens vont être plus à l'aise à parler, ça va être, je pense qu'on va avoir franchi une grosse étape. Mhm. Ensuite de ça, il y a tout le soutien qui vient avec les personnes qui consomment, surtout le chemsex, qui est relié avec les personnes gays ou bisexuelles, ou tu sais, les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes. Mhm. Euh, les services sont très... Il n'y en a pas pour eux. Il n'y en a aucun, euh, ou à peine, dirais-je. Mais tous les services en Totico, et il en manque énormément, mais sont tous pour les personnes hétérosexuelles. Il y en a, il y en a à peine pour les personnes gays. Mhm. Alors, un homme qui a une problématique de chemsex, qui se retrouve, admettons que ça va juste au centre de thérapie, il se retrouve avec une vingtaine, trentaine de personnes, toutes hétéros, ou que eux ne consomment même pas dans un cadre sexuel, ou qu'ils n'ont même pas commencé dans un cadre sexuel, ne se reconnaissent pas là, dans les services. Mhm. Oui. Et je pense que c'est de là qu'il faut commencer à se poser des questions. Donc, pour un intervenant, est-ce qu'il y a une manière de se former dans le domaine autre que lire des articles? C'est lire des articles et aussi c'est un peu comme tu fais d'aborder des personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Mhm. Mais même encore, il y en a pas beaucoup qui travaillent dans ce milieu-là parce qu'il n'y en a pas de service. Mhm. Alors, c'est de là que c'est très compliqué et que premièrement, la formation répondrait à un bon besoin, euh, mais il faut la donner à sa juste valeur aussi, là. Mhm. Donc, en fait, ce que j'ai cru percevoir aussi, c'est que de ne pas avoir peur de demander de l'aide aussi auprès des autres intervenants qui sont peut-être mieux formés, donc d'accepter qu'on a peut-être des fois des petites lacunes personnelles, puis d'aller se former, puis d'aller faire peut-être même une propre introspection face à ses jugements ou à ses valeurs en lien avec la problématique, parce que je suppose que, comme tu disais, les services qui ne sont pas destinés aux hommes bon, de minorités sexuelles ou les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, euh, ils, ils, peuvent parfois avoir comment je pourrais dire ça? Ils peuvent parfois s'identifier peut-être à des normes hétéronormatives et que ça transparaisse dans leurs interventions, ce qu'on ne veut pas. Exactement. Tu sais, moi, je ne me connais pas en mécanique, alors je ne parlerai pas de mécanique. Mhm. Euh, je pense que c'est un peu ça que je veux apporter comme message aussi. C'est si tu n'es pas à l'aise, si tu ne connais pas le langage, c'est à place de rendre la personne inconfortable, fais juste pas en parler puis référer à Mhm. quelqu'un. Référé. Euh, mais après ça, un coup que tu t'aperçois que tu as euh, euh, peut-être ces informations-là qui te manquent, aller chercher un peu plus d'informations pour pouvoir au moins euh, référer sans que la personne puisse se sentir euh, de trop aussi. Parce Mhm. que Ou trop c'est le danger compliqué. aussi. Ouais. Trop compliqué, je suis pas assez important, alors on va me référer encore une fois. Ouais. Puis on voit souvent dans le système de santé, c'est référence, référence, référence. Alors, si on peut parler leur langage à la personne devant nous, Mhm. euh, en expliquant là, pourquoi qu'on va référer, ça va très là, ça vient de faire descendre un Oui. cran de nervosité, Mhm. d'appréhension de la personne à recevoir Oui. cette nouvelle-là. Oui. Moi-même, en tant que gay, je le vis fréquemment, le fait qu'on qu'on est différent, le fait que les services sont pas adaptés pour nous.
Euh, juste, mais maintenant, c'est un peu moins pire, mais je me rappelle que quand j'étais jeune, puis que j'allais passer mes tests de dépistage, euh, quand que je disais le nombre de partenaires que j'avais à l'infirmière, puis je voyais l'infirmière avec les gros yeux, puis euh, traite là, je me sentais pas bien, là, tu sais. Ouais, ouais. Alors, c'est, je l'ai vécu, on l'a tous vécu en tant que gay, euh, et c'est des affaires qu'il faut prendre en compte maintenant. Totalement. Donc, vraiment de faire une formation, puis d'aller faire une introspection face à nos jugements de valeur, puis de Mhm. travailler là-dessus là, en tant qu'intervenant, je pense que c'est primordial. Là. En tant qu'être humain aussi, tu sais. En tant qu'être humain, oui, totalement. Bien oui, c'est sûr. Bon, ben, Daniel, j'entends. Merci. Ça a été agréable comme discussion.